la question, je dirais, la question à 64 millions, c'est qu'en 2008, on a eu un immense crash qui a commencé à Wall Street, bon, puis qui s'est disséminé dans le secteur financier avec des conséquences gigantesques sur l'économie européenne, nord-américaine, partout, quoi. Et là, on a eu l'impression que c'était un moment décisif, puis qu'il se passerait quelque chose pour réparer, pour changer de cours et éviter ça. Là, ça fait presque 10 ans, ça fait 8 ans. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le système économique capitaliste qu'on connaît est aussi vulnérable qu'il l'était en 2008? Est-ce qu'on a pris des mesures? Est-ce qu'on a changé les politiques à ce niveau-là? Alors, pour répondre à la question, le système est au moins aussi vulnérable et encore plus vulnérable en réalité. Parce que la crise, non seulement financière, mais économique, sociale, s'est approfondie. Et non seulement elle s'est approfondie, elle s'est généralisée. C'est-à-dire qu'on a eu un processus de mondialisation de la crise. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la crise de 2008 a commencé aux États-Unis, s'est propagée, comme vous l'avez dit, dans des pays notamment développés comme l'Europe ou le Japon, ce qui était d'ailleurs déjà en crise. Et dans la période récente, c'est-à-dire depuis à peu près 2 ans, 3 ans, on s'aperçoit qu'il y a une généralisation de la crise, un élargissement géographique de la crise, notamment dans les grands pays émergents que sont la Chine, le Brésil, l'Argentine, pour ne parler, sans parler d'autres pays comme la Russie aussi. Donc on a vraiment un phénomène qui se généralise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Un autre élément de cet approfondissement qui aujourd'hui, je crois, fait consensus, la plupart des économistes le reconnaissent que c'est gravissime, c'est la dette. On a eu une montée absolument générale, une explosion de la dette qui a augmenté de plus de 50% depuis la crise, alors qu'on aurait pu penser que la crise aurait amené au contraire des mesures pour réduire la dette, pour décélérer la progression de la dette. Et non, la dette s'est accélérée, non seulement la dette, les dettes publiques, qui se sont développées parce qu'on a socialisé les pertes du secteur privé, en particulier des banques, mais aussi la dette des acteurs privés. Socialisé, c'est-à-dire que les gouvernements, donc l'argent des contribuables, voilà, a servi à renflouer les banques qui s'étaient mises en vulnérabilité. Exactement. Alors, les impacts de ça au niveau économique et social sont gigantesques. Précarité, stagnation des conditions de vie, des couches populaires, des couches moyennes qui sont dans un mouvement descendant, et ça continue. Là. Il y a pas, Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que cette crise, beaucoup d'économistes ont fait l'erreur au départ de penser que c'était une crise purement financière. Ce n'est pas une crise purement financière, c'est une crise réelle. Quand on regarde les appareils productifs, on s'aperçoit par exemple qu'il y a un phénomène très important qui est le ralentissement du rythme de productivité, des gains de productivité dans tous les pays, sauf peut-être les pays émergents comme la Chine qui ont eu plutôt une augmentation des gains de productivité parce qu'ils partaient de relativement bas. Mais donc si on prend les pays du centre, les États-Unis, la triade États-Unis, Japon, Europe, il y a un ralentissement marqué des gains de productivité. Et donc, il y a une bagarre actuellement dans la répartition des richesses, c'est-à-dire les détenteurs du capital veulent maintenir absolument des niveaux de rentabilité élevés, alors même que la rentabilité, enfin la productivité du capital tend à baisser. C'est l'histoire du 1% versus 99%. Voilà, on est en plein dans une bagarre de répartition des richesses. Et pour le moment, il faut bien dire que les 1% ont gagné. En même temps, ils sont dans une position vulnérable. Ils ne sont pas fous, ces gens-là. Ils ont l'information. Ils ne sont pas inquiets. Ils n'ont pas l'impression d'être sur le Titanic et on s'en va gaiement vers l'iceberg. Est-ce qu'ils pensent à des politiques d'accommodement, d'ajustement? Mais écoutez, quand on compare ce qui s'est passé après la crise de 29, dans les années 30, les gouvernements, à l'époque, ont compris qu'il y avait un danger pour le capitalisme à l'époque. Et il y a eu des réformes vraiment importantes. Je citerai 2 domaines. Il y a eu des réformes qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Premièrement, dans le domaine de la régulation des banques et du système financier. Par exemple, il y a eu aux États-Unis, mais aussi en Europe, des réformes très radicales pour séparer les banques, pour démanteler les grands conglomérats. Réduire le pouvoir et la taille des grands acteurs. C'est le Glass-Steagall Act aux États-Unis en 1933, mais aussi on a eu ça en France, c'est un peu plus tard, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ces réformes, aujourd'hui, on ne les voit pas. Pourquoi ? L'explication qu'on peut donner, c'est que le lobby financier est devenu tellement puissant et tellement en interaction
avec le pouvoir politique. Nous, on appelle ça l'oligarchie politico-financière. Et aujourd'hui, ne veut pas bouger d'un iota. Ils sont en train, en effet, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je suis complètement d'accord, mais pour le moment, ils ne bougent pas. On constate qu'il n'y a aucune réforme d'envergure qui a été menée. L'autre domaine, il y a eu des réformes après les années 30, la crise des années 30, c'est la fiscalité. Il y a eu une volonté de s'attaquer à la question de la répartition des richesses, précisément dont on parlait à l'instant, l'administration Roosevelt, mais aussi en Europe, dans les pays comme la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, et ici aussi. Il y a eu un impôt sur le revenu, un impôt sur le capital, avec l'impôt sur le revenu avec une progressivité extraordinairement importante qui a fait une grande compression, comme on dit souvent aux États-Unis, une grande compression des écarts de salaire. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au contraire, on va vers une fiscalité à plat, de flat tax, comme ils disent. Donc c'est tout le contraire. Et ça, c'était un peu une énigme, parce qu'en effet, quand on regarde ce que disent les gens du forum de Davos, ils reconnaissent année après année que le problème de la répartition est un vrai problème, que c'est un problème qui menace la stabilité, et même l'OCDE, qui est une organisation plutôt conservatrice, dit que c'est un frein à la croissance. Donc il y a vraiment des contradictions qui sont apparentes et qui sont reconnues, pour autant ils ne changent pas de politique. Il y a toutes sortes de signaux qui disent qu'on s'en va vers l'iceberg, on est sur le Titanic. Il y en a d'autres qui disent non, attention, il est encore minuit moins 5, on peut réparer, un peu atténuer. Et puis, il y a les propositions plus alternatives, altermondialistes, de changement, de réformes en profondeur. Pourrais-tu nous contextualiser ça un peu? Oui. Ce que je voudrais dire avant de répondre à la question où on va, mais les deux sont liés, c'est que cette crise, paradoxalement, elle est encore plus grave que la crise des années 30, parce qu'il y a la dimension, je pense, environnementale, écologique, qui existait à l'époque, mais qui a pris une telle ampleur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que le système est à bout de souffle, et que le système, si on continue sur cette trajectoire, c'est absolument dramatique pour l'humanité tout entière. Et donc, il va se passer quelque part des inflexions, probablement, mais qui peuvent être trop tardives, parce qu'on voit déjà qu'il y a des réversibilités dans certaines évolutions, par exemple par rapport au réchauffement climatique. On est peut-être passé déjà au-delà de certains seuils, qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Et donc, il y a vraiment des choses très dangereuses qui sont déjà passées, mais on peut imaginer qu'il y ait, à l'occasion de crises successives, on va aller de crise en crise, je pense, financière, économique, sociale, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura des basculements qui se produiront. Je crois que ça, c'est un scénario possible. Mais l'autre scénario, qui est le scénario pessimiste, c'est de dire qu'on est sur une trajectoire qui va se poursuivre, parce que le rapport de force, pour le moment, il est encore très largement entre les mains de l'oligarchie politico-financière. Et le problème, c'est que cette oligarchie, elle n'existe pas uniquement dans les pays du Nord, elle existe dans les pays du Sud, et notamment dans les grands pays du Sud. Donc ça veut dire qu'il y a une généralisation, cette domination-là, elle est extrêmement forte. Dans le capitalisme contemporain, le 20e siècle, le 21e siècle, il y a toujours eu des frictions, des contradictions, des puissances qui finissent par s'opposer les unes aux autres. Quelquefois, ils négocient et puis ils trouvent un arrangement. Et ça aboutit quand même à des grands conflits, à des grandes guerres. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitalisme mondial a fait, excusez-moi l'expression, sa paix intérieure, en faisant en sorte que les différents groupes dominants en Chine, aux États-Unis, etc., ils vont se défendre entre eux plutôt que de s'opposer à eux? Ou est-ce qu'au contraire, on se dirige vers des grands affrontements entre l'Europe, les États-Unis, les émergents? On passe d'une période, je parle de la période relativement récente, des 20 ou 30 dernières années, ou 40 dernières années, depuis la Seconde Guerre mondiale, disons, où il y a une hégémonie, états-unienne. Bon. Je ne veux pas dire américaine parce qu'on inclut le Canada dans ces cas-là. États-unienne, je préfère. Oui. Une hégémonie états-unienne. Et là, on passe dans un système de nature polycentrique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hégémons. Oui. La Chine, les États-Unis et peut-être d'autres pays. Après la crise, peut-être que le Brésil pourra reprendre une trajectoire. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, et on sait très bien, oui. Et le problème, c'est qu'un système polycentrique est plus instable qu'un système avec un seul hégémon, ce qu'on appelle la stabilité hégémonique. Quand tu as un chef qui impose l'ordre, eh bien, ça crée un ordre qui peut être régressif, mais il y a un ordre. Là, on va dans un univers qui risque d'être encore plus instable sur le plan géopolitique à cause précisément de ce polycentrisme qu'on voit d'ailleurs. Moi, je suis économiste, je le vois très bien dans le domaine monétaire. Je vois que dans le domaine monétaire, il y avait avant une domination des États-Unis qui imposait leur dollar. Maintenant, on a un polycentrisme monétaire qui est un facteur d'instabilité. Et donc, ça va se retrouver dans d'autres domaines. Mais
là où je suis plutôt optimiste, c'est que je pense qu'il y a un progrès, malgré tout, dans la coopération internationale, au sens où il y a un nombre important de discussions, de rencontres et aussi une volonté de compromis qui est très, voilà, de création d'outils. Sans exagérer non plus, il y a la société. Les sociétés qui sont davantage en mesure d'intervenir, même si le rapport de force globalement... L'élément nouveau, c'est la société civile internationale, c'est-à-dire les mouvements sociaux transnationaux qui prennent un poids de plus en plus important, basé sur notamment la société de l'information d'ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui, les citoyens du monde savent ce qui se passe à l'autre bout de la planète en permanence, et donc ça donne un élément de compréhension et d'information qui peut permettre ensuite de créer des solidarités. Et ça, c'est clair que c'est un élément nouveau dans la géopolitique, disons, aujourd'hui. OK, merci beaucoup, professeur Plion.